Est-ce que c'est possible de devenir marchand de biens quand on n'a pas d'argent? Comment se faire financer quand on débute? C'est le sujet de cette interview incroyable qu'on a eu la chance de réaliser avec Thomas Dansette, qui est le fondateur de la première brique.fr. Bon visionnage. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, moi je m'appelle Thomas Dansette, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur de la plateforme de crowdfunding La Première Brique, basée à Lyon et propulsée par une super équipe aujourd'hui de 13 personnes. Structure à taille humaine. Je suis originaire du sud de la France et à la base, j'étais pas du tout destiné à faire ce que je fais aujourd'hui, mais vraiment pas du tout. Tu faisais Puisque quoi? j'ai un diplôme d'avocat d'affaires. J'ai Ah, fait de la finance en école de commerce. Et c'est pendant l'école des avocats, suite à un stage qui s'est pas passé comme ça devait se passer, que j'ai décidé de lancer cette structure. Et petit à petit, je me suis retrouvé pris la main dans l'engrenage de l'entrepreneuriat. Et du coup, dès que j'ai fini mes études, je suis passé de stagiaire à chef d'entreprise, entre guillemets. d'accord, cool ça. Du Ouais. coup, tu as créé la première brique en quelle année? Alors, la création, c'était en 2019. En mars 2019, on a eu l'agrément de la Banque de France qui nous permet d'exercer notre activité réglementée. Et moi, j'étais du coup étudiant. J'ai eu mon diplôme d'avocat en octobre 2019 et mon associé Hugo m'a rejoint en septembre 2020. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la première brique, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que vous proposez? Bien sûr. Alors, on est une plateforme de financement participatif immobilier, ce qu'on appelle communément le crowdfunding immobilier. Notre métier, c'est de mettre en relation en fait une communauté d'investisseurs et une communauté de porteurs de projets qui vont être des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers, tous professionnels. Ces porteurs de projets ont un besoin de financement dans le cadre d'un projet déterminé et la communauté d'investisseurs, elle, a une capacité d'épargne et d'investissement et cherche des projets et du rendement. Et nous, on est l'interface, en fait, le tiers de confiance, aussi bien d'un point de vue structuration et dossier que d'un point de vue technique, technologique et juridique, qui permet en fait à ces deux comités de se rencontrer et aux porteurs de projets de collecter les fonds qui sont nécessaires à la réalisation de leurs opérations. Mais du coup, à l'époque où vous avez créé l'entreprise, on n'entendait pas parler du crowdfunding comme on en entend parler aujourd'hui. C'était beaucoup moins connu. Effectivement, c'est en France, c'est une industrie qui est apparue en 2014-2015 à peu près. Quand nous on s'est lancé en 2019, il y avait déjà des gros acteurs qui avaient fait des levées de fonds, pour certains qui avaient déjà été rachetés. Et nous, on arrivait vraiment, on était les petits nouveaux qui débarquaient, on n'a jamais fait de levée de fonds, on s'est vraiment lancé sans argent. Ça a été très dur au début. Et, euh, et en fait, on a tout de suite eu le besoin, c'est une nécessité de se démarquer. Donc, on a eu la chance effectivement d'arriver dans un marché qui était euh, déjà existant, mais qui avait encore besoin de notoriété. Émergent, quoi. Effectivement, ouais, c'est ça. Et effectivement, et ça a vraiment explosé en 2020. 2021, c'était une très belle année. 2022, c'est une année encore historique. 2023, on en parlera un peu plus tard, je pense, sera une année, je pense, charnière, mais notamment au-delà du crowdfunding, mais pour le marché de l'immobilier, hein, de façon générale. Et aujourd'hui, oui, c'est un modèle d'investissement qui est connu, sachant que nous, on l'a démocratisé au maximum, puisqu'on l'a rendu accessible dès 1 € et sans frais, bien sûr. Et oui, ça c'est quand même, je vais en reparler tout à l'heure. J'ai testé personnellement le service de la première brique, pas en tant que marchand de biens, mais plutôt en tant qu'investisseur. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote intéressante à vous partager, mais on en reparlera tout Quel à l'heure. teasing! Il faut rester un petit peu. Mettez un like si vous voulez savoir l'anecdote. Mais tout ça pour dire que ce qui fait la différence avec vous, c'est vrai que vous démarrez, on peut investir dans des opérations immobilières à partir de 1 €. Donc, c'est vraiment hyper accessible. Tout à fait. L'idée, c'était que, en fait, c'est un modèle qui a toujours existé. Les promoteurs immobiliers ont toujours levé des fonds en complément ou en remplacement des banques auprès d'investisseurs. Comment ils faisaient Avant, avant? avant, c'était tout simplement, on va dire, à l'ancienne. C'était des cercles restreints d'investisseurs, des gestions de patrimoine. C'était, on va rentrer dans le cliché, mais c'était Du bouche à oreille. ouais, c'était au club de golf, des choses comme ça. Et c'était réservé à des gens qui avaient vraiment beaucoup de moyens. Généralement, c'était à partir de 50 000 ou 100 000 euros pour investir et il fallait connaître, avoir ce réseau. Le crowdfunding l'a démocratisé avec une offre
généralement, c'était du 2 000 € ou du 1 000 € selon les acteurs. Et nous, en fait, on est arrivé en disant c'est super, mais pourquoi pas aller au bout? Et le bout de la démocratisation, c'est aucun frais et 1 euro. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, bien évidemment, d'un point de vue entreprise, quand quelqu'un investit 1 euro, 5 euros, 10 euros, on perd de l'argent, hein, soyons très clairs, parce qu'il y a des frais, il y a plein de frais de transaction, de collecte, de gestion financière et autres, encore une fois. Mais c'était important pour nous parce que c'est aussi une société qu'on a lancée, j'allais dire qu'on était jeune, j'ai 28 ans, donc c'est bizarre de dire ça, mais c'est une entreprise qu'on a voulu faire aussi à l'image des valeurs qu'on peut avoir avec mon associé. C'est par exemple pour ça notamment qu'on n'a jamais fait de levée de fonds, pour rester en fait mettre à bord. Et du coup, d'avoir cette approche de dire que voilà, on voulait que chacun puisse investir. On a aujourd'hui des gens, notamment des jeunes, qui investissent. C'est des petites sommes, mais en fait, c'est une mentalité. Ils intègrent les réflexes de l'investisseur et le réflexe de savoir gérer aussi son épargne. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres comme ça? On ne se rend pas bien compte. Là, vous dites que vous êtes quand même 13. Ça a démarré en 2019. Aujourd'hui, ça représente combien d'euros investis en gros les gens chez vous? Alors, quelques chiffres, bien sûr. En 2019, on finance 600 000 €, je crois. En 2020, on fait 1 million, 1,2 million, 1,5 million. En 2021, 15 millions. Et en 2022, 36 millions. Wow. Cette année, je pense qu'on va être entre 50 et 60 millions, si on prend les stats du début d'année. Et on a dépassé les 21 000 inscrits sur la plateforme, sachant qu'encore une fois, on ne fait aucune publicité. Ça, c'est pareil, c'est une de nos caractéristiques, pas de publicité. Et en termes de montant, qu'on a dépassé voilà, des barres symboliques, hein, la barre des 50 millions d'euros financés, même maintenant la barre des 60 millions d'euros financés, et on a dépassé les 250 opérations financées, il y en a presque une centaine qui a déjà été remboursées. C'est aussi ça qui est intéressant avec le crowdfunding, et notamment, on y reviendra, les durées, c'est ça. Ouais, et puis aussi pour les investisseurs qui veulent vous faire confiance, ils voient que les projets vont au bout. Donc ça aussi, c'est rassurant en fait. On a un effet boule de neige, effectivement. On voit très souvent des personnes et c'est normal. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu le rendre accessible d'1 euro. C'est pour dire, en fait, tester. Et le meilleur moyen de tester, c'est tester avec une petite somme. Rendez-vous compte, découvrez ce que c'est vraiment de l'intérieur avant de vous positionner de façon plus importante. Et du coup, effectivement, on a tout à fait ce phénomène de premier investissement. Et après, une fois que le projet est remboursé, de surinvestissement, mais qui est bien plus conséquent. Alors justement, tu reviens sur ce point. C'est vrai que moi, j'ai testé plusieurs plateformes pour me diversifier parce que ça m'intéressait. Et un truc du coup qui m'a un peu frustré chez vous, c'est que les projets sont, en tout cas, ce que j'ai vu, sont plus rentables qu'ailleurs. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, on est limité à 1 000 €. En tout cas, je sais que sur le site, c'est limité à 1 000 €. On ne peut pas investir plus de 1 000 €. C'est limité effectivement à 2 000 €, mais effectivement, on a cette limite. Voilà. On a cette limite. Alors, il y a des raisons à la fois réglementaires, même si on est en train d'avoir un nouvel agrément là, qui est européen, qui va nous permettre en fait, de travailler plus largement. Mais c'est aussi, en fait une volonté. C'est de, à la fois, pas forcer, on va dire, mais inviter fortement les personnes à diversifier. Parce qu'on a beau le répéter et le rabâcher, on en parlait encore quelques minutes avant le lancement du live, investir comporte des risques. On a 0% de taux de défaut. La plupart de nos projets sont garantis avec des hypothèques ou autres. Peu importe, il y a toujours du risque. Et du coup, on se retrouve, en fait, comme on a un produit qui est très accessible, on se retrouve aussi avec des personnes qui, malheureusement, ne vont pas avoir les réflexes d'investissement qu'on devrait tous avoir, qui est de dire, première règle, diversifier. Et en plus, c'est aussi pour permettre à un maximum de monde d'investir. Aujourd'hui, on a un très, très gros problème, c'est que on doit gérer de la frustration. Investir dans nos projets est malheureusement devenu très, très compliqué. On collecte nos dossiers en quelques secondes. On a dû mettre en place plein de mécanismes de tranches horaires, de groupes et autres pour essayer de régler ça. Alors, je peux en parler, ouais. J'ai testé, je peux en parler. C'est un bon problème pour vous, ça. C'est un bon problème pour nous, oui. Ouais, c'est un bon problème pour nous. Ils sont une plateforme. Donc, le problème, c'est ils ont deux clients, quoi. Ils ont d'un côté les marchands de biens et ils ont d'un côté les investisseurs. Et aujourd'hui,
Ben, je pense que ce qui vous… Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas parler pour toi, mais aujourd'hui, le problème, ça peut-être de trouver… C'est pas de trouver des investisseurs, ça c'est sûr, parce Non, que… mais de trouver les projets des Voilà. marchands de biens. Parce que moi, pour avoir investi, c'est impressionnant. Comment ça marche, c'est simple. Il faut vous allez sur le site, donc lapremierebrique.fr, je pense. Vous allez avoir la liste, il faut s'inscrire, je pense, par mail, créer un compte gratuit. Derrière, vous allez avoir accès au projet et vous dire, bah, tiens, ce projet-là, il m'intéresse. Et ils disent que voilà, on va dire les ventes sont ouvertes, enfin les investissements sont ouverts à jeudi 14h. Si vous êtes là à 14h10, c'est mort. C'est presque mort, quoi. Ça part, c'est impressionnant. Franchement, pour le voir, faut le vivre. C'est pire que le concert de Beyoncé, quoi. Ouais, c'est pire que les JO, quoi. Bah, pour donner un petit exemple, généralement, on regarde les personnes connectées sur la page quelques secondes avant l'ouverture. Effectivement, ça ouvre à la seconde près, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas de réservation, etc. Et généralement, aujourd'hui, c'est assez courant qu'on dépasse les 2000, voire même des fois 3000 personnes qui sont connectées sur la page au moment où ça ouvre. Alors, c'est un bon problème parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de demandes. Par contre, ça reste un problème et comme tout problème qu'on rencontre en étant entrepreneur, on veut le régler. Et donc, pour ça, la meilleure réponse, c'est effectivement d'apporter plus de dossiers. Le risque qu'il y a, c'est de baisser en qualité. Et c'est pour ça que c'est un processus. Malheureusement, c'est un investisseur. C'est pas méchant, et ça, je sais que ça parle à mon sentiment, mais ils ont du mal à comprendre ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait satisfaire tout le monde. Il faudrait juste qu'on revoie notre niveau de qualité à la baisse. C'est pas l'idée. Parce que moi, je suis content quand je vais voir les avis Google de ma société, de voir que les seuls avis négatifs, c'est des gens qui sont frustrés de ne pas avoir réussi à investir. Et qu'il n'y a aucun avis qui est frustré parce qu'il a perdu de l'argent. Ouais, votre but, c'est de trouver l'équilibre entre l'offre et la demande, finalement, pour garder votre qualité de service et faire que vous restez une plateforme fiable. Tout à fait. Et en fait, pour ça, ça prend du temps parce que pour que nous, on puisse traiter plus de dossiers, il faut qu'on augmente nos équipes. Donc, ça veut dire du recrutement. C'est beaucoup, beaucoup de temps de formation. Un analyste chez nous, avant qu'il puisse gérer de façon autonome un dossier, c'est facilement 3-4 mois de formation intensive. C'est des nouveaux outils. On utilise déjà des outils d'analyse professionnels, mais encore une fois, pour aller plus loin, pour aller des fois plus vite, là, on est en train de mettre en place de nouveaux outils. Donc, c'est des développements technologiques, c'est des investissements. Donc, on parle de temps, on parle d'argent. Et en fait, il y a toujours un côté, on a l'impression que le temps file. Il y a des investisseurs qui se disent ah ouais, mais en 6 mois, ça n'a pas trop changé votre façon de faire. En fait, si, ça évolue énormément. Et si je prends les dossiers qu'on a pour le mois de mars, donc la mars 2023, à l'heure actuelle, on a quasiment entre 7 et 10 millions d'euros de dossiers. Il y en a certains qui vont sûrement décaler sur avril, mais si je prends en perspective, c'est la moitié de tout ce qu'on a collecté en 2021. Ouais. Et en fait, quand on raisonne comme ça, c'est juste, c'est énorme. Et on prend beaucoup de nouveaux investisseurs. On a plus de 2000 personnes qui sont inscrites sur le site en janvier, plus de 1500 en février. On a une très, très forte demande. Et en fait, c'est aussi une responsabilité. C'est que c'est des gens qui nous font confiance. Et encore une fois, on préfère toujours… moi, je préférerais toujours m'excuser qu'une personne n'ait pas réussi à investir, sachant qu'aujourd'hui, on a mis en place quand même des systèmes où, pour ne pas réussir à investir, faut pousser un peu. Alors oui, des fois, les dossiers, c'est pas possible parce que c'est trop petit. Il n'y a que les nouveaux investisseurs qui ont le temps de se positionner. Mais là, par exemple, en début de semaine, on avait 3 collègues sur des petits dossiers. Jeudi, on a un dossier à 1 million. Bon, le dossier à 1 million, les gens qui sont connectés à l'heure d'ouverture, ils vont réussir à investir. Alors, par contre, c'est sûr qu'on arrive une demi-heure après, oui, ça marche moins bien. Et oui. Mais c'est l'idée de dire, on peut pas se positionner sur tous les dossiers forcément, mais encore une fois, on augmente le volume et donc on a des dizaines de dossiers par mois. Et si on arrive en piocher quelques-uns, ça nous aide. Là, on a parlé du côté investisseur, mais si on parle un peu côté marchand de biens, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne le financement pour les marchands de biens? Bien sûr. Alors, en fait, le financement participatif, c'est une offre qui est généralement complémentaire à une banque. C'est-à-dire que le marchand de biens va aller voir une banque, la banque va lui proposer un financement bancaire et va lui demander des fonds propres, comme un particulier qui déciderait d'investir. Hein. C'est le même fonctionnement. Simplement, le niveau de fonds propres demandé par la banque est très important. On parle généralement entre 20 et 30% d'une opération. Ça représente beaucoup, beaucoup de cash, tout simplement. Et du coup, l'idée du crowdfunding, c'est de venir financer
une partie des fonds propres demandés par la banque. En fait, c'est faire ce qu'on appelle un effet de levier sur les fonds propres. Ça, c'était le postulat de base. Maintenant, le domaine bancaire pour les marchands de biens a pas mal évolué ces derniers temps et c'est devenu de plus en plus compliqué de se faire financer en tant que marchand, notamment en tant que nouveau marchand de biens et sur des petites opérations. Et on le voit de plus en plus, en fait, on remplace la banque. C'est-à-dire qu'on vient financer l'opération à la place de la banque. Et les marchands de biens qui font appel au crowdfunding, en fait, c'est soit pour financer des opérations qu'ils ne peuvent pas faire parce que pour X ou Y raison, ils n'arrivent pas à trouver de financement bancaire, soit c'est pour faire en fait plus d'opérations parce qu'ils viennent optimiser leur trésorerie et au lieu de faire 2 projets, ils peuvent en faire 3 ou 4 en même temps. Et du coup, ils maximisent leur chiffre d'affaires. Ok, donc tu disais en résumé, un marchand de biens, donc je suis investisseur locatif, on va dire, j'ai déjà fait du locatif. Par contre, j'ai jamais fait, on va dire, d'achat-revente. Je voudrais passer à la vitesse supérieure en faisant une opération de marchand de biens. Si je vais voir une banque, ma banque traditionnelle, je sais pas moi, la Banque Postale, ils vont Alors, la Banque Postale, oui. La Banque Postale, oui, parce que en gros, il y a des. Donc, déjà, ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des banques spécifiques pour les marchands de biens Et donc, tu dis, ils vont me demander entre 20 et 30% d'apport. C'est-à-dire que si je trouve une opération, je ne sais pas, à 200 000 euros, coût d'acquisition 200 000 euros, et que je ne sais pas, je peux faire 300 000 à la revente, par exemple, ils vont me demander au moins 20% d'apport, donc au moins 40 000 euros, c'est ça? C'est ça. Alors déjà, effectivement, sur les banques, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a des banques qui sont très spécialisées dans le financement, en fait, ce qui s'appelle des pôles professionnels immobiliers. Il va y avoir notamment des banques portugaises qui vont être la CaixaBank, la BCP Bank. Il va y avoir après des banques nationales qui vont avoir des pôles immobiliers. Je pense à la Caisse d'épargne, CIC, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, le Crédit Agricole. Société Générale, on peut oublier, LCL, on peut oublier, Banque Postale, on peut oublier. Des banques après un peu plus de niche, je pense à la Banque Palatine, des choses comme ça, qui savent faire du marchand de biens sur des gros montants. Et ensuite, il y a des banques régionales, c'est-à-dire des banques vraiment qui vont être très locales et qui, elles, généralement, font pas mal de marchands de biens. Le problème, c'est que en fait, chaque banque, chaque réseau bancaire, et même après, en fonction des régions, va avoir un cahier des charges différent. Le Crédit Agricole, par exemple, il y a des régions où il ne finance pas une opération inférieure à 500 000 euros et il y a des régions où ça va être 1 million d'euros. Et il y a des régions où il n'y a pas de minimum. Donc, c'est là où, en fait, il faut vraiment, par rapport à sa région, se renseigner auprès des banques. Et effectivement, il y a une forte demande de fonds propres, encore plus forte depuis 1 ou 2 ans d'ailleurs, et 20-30%, c'est la norme. Mais on voit sortir aujourd'hui des offres, des fois avec 40% de fonds propres. Ah oui. Tout comme on a, nous, des marchands de biens qui sont financés avec 10% de fonds propres. Mais encore une fois, ce sont des opérateurs qui sont expérimentés, qui ont créé une relation de confiance avec la banque, et donc forcément, les conditions tendent à évoluer. Donc, disons que pour un marchand de biens débutant, c'est plutôt 20 à 30% d'apport. Oui, il faut plutôt compter 20 à 30%. Ouais, et du coup, la banque, tu parlais, donc tu as donné quelques noms, Caisse d'épargne, CIC, Crédit Mutuel, tout ça. Est-ce qu'il faut, généralement, de ce que j'ai compris, c'est des entités à part, c'est pas les mêmes conseillers que quand on est investisseur salarié, etc. Tout à fait. Alors déjà, en fait, c'est relié au pôle professionnel. D'accord. Et en fait, même un conseiller pro, alors il y a quelques réseaux bancaires qui, je pense notamment au CIC, qui va avoir des délégations d'agences, parfois avec certains montants, mais généralement, toutes les banques, à partir du moment où c'est un code NAF marchand de biens, compétence exclusive du pôle professionnel immobilier, qui est généralement un pôle régional en fonction des banques. Et du coup, donc il faut passer par les agences pro, et ensuite, ils orientent vers leurs collègues qui ne gèrent que les professionnels de l'immobilier. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vont demander justement en termes, je sais pas moi, d'expérience? On a parlé de l'apport. Est-ce qu'ils vont demander de l'expérience? Est-ce qu'ils vont demander des revenus? C'est-à-dire, il faut quand même avoir des revenus derrière. Comment ça se passe? Alors, généralement, il y a une analyse qui est un petit peu différente de l'analyse qui est faite par rapport à un investisseur en locatif. Notamment, les revenus sont pas forcément importants. Alors, comme n'importe quelle relation de financement, plus on a de revenus, mieux c'est. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Soyons très clairs. Mais si je prends notre exemple, nous, on a financé des gens qui étaient au chômage, qui étaient en reconversion, en fait.
Et ça ne rentre pas en compte parce qu'on finance un projet. On ne finance pas un individu quand on finance une opération de marchand de biens. Ok. Alors, on finance… Financer le potentiel du projet, Ouais, en fait. c'est ça, exactement. Et il y a forcément une analyse patrimoniale qui est faite, mais encore une fois, celle-ci n'est pas forcément prédominante. Ce qui va vraiment compter, c'est l'opération en tant que telle et le niveau de sécurisation de cette opération. Dans les documents qui vont être analysés, en fait, il y a tout ce qui est attrait au projet. Le bien, déjà, la matière sur laquelle on va travailler. Ensuite, toute la transformation qui va être faite, ça va être potentiellement de l'urbanisme, potentiellement des travaux, sachant des fois les opérations de marchand de biens qui sont ce qu'on appelle des flips, achat-revente sans rien. Et c'est surtout après de travailler sur le bilan d'opération, le bilan financier, le marché, la pré-commercialisation, c'est la capacité en fait à revendre des lots avant même de les avoir achetés. Ça, c'est vraiment le cœur du marchand de biens. L'analyse sur la société qui va porter l'opération, sachant que marchand de biens en SCI à Bagnères, ça n'existe pas. Techniquement, le marchand de biens est une activité commerciale et donc nécessite une société commerciale pour l'exercer. Une SCI est une société civile. C'est ça, exactement. Donc, on peut faire une société civile, c'est plutôt la location. On peut vendre des appartements dans une SCI. On n'est pas obligé de les garder en location à vitam aeternam. Mais attention à la fréquence et au volume d'opération, parce qu'une requalification peut vite arriver et ça fait très mal parce qu'on vient se faire en fait imposer aux impôts commerciaux, donc c'est à l'impôt sur la société. Et voilà. Et ça, il y a quelques années, c'était très rare. Aujourd'hui, c'est très fréquent parce qu'on voit en fait une démocratisation du métier de marchand de biens, notamment avec pas mal de formateurs plus ou moins sérieux en ligne. Et y compris les gens qui recommandent de le faire en SCI en disant beaucoup de gens qui prônent aussi la résidence principale. En fait, pour jouer sur les conditions bancaires d'un particulier et en fait venir faire du marchand. Ça, c'est pareil. C'est une connerie, ça, parce que clairement, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on est marchand de biens, donc avec une société de marchand de biens, comme tu as parlé du code APE, code NAF, je ne sais pas. C'est la même chose, c'est juste qu'avant, c'était APE, maintenant, ah bon, code NAF. je suis à l'ancienne, le code NAF. Et en fait, quand on est marchand de biens avec ce code NAF, du coup, on peut acheter avec les frais de notaire réduits. Et donc, rien que pour cette raison-là, vous allez passer, si vous achetez en tant que, même ou en SCI ou en nom propre, vous allez être à plutôt 7,5 de frais de notaire, alors que si vous êtes en société de marchand de biens, c'est quoi? C'est 0,5, je crois, quelque chose comme ça? Alors, ça va dépendre des départements et autres, effectivement, mais c'est significativement moins. Et en fait, ce qu'on appelle les frais notaires réduits, c'est un engagement de revente. Et c'est pour ça que la logique des marchands de biens, c'est de dire j'achète et je prends l'engagement chez le notaire de revendre dans un délai de 5 ans. C'est une déclaration aux impôts qui est faite et pour bénéficier des frais de notaire réduits. Et après, c'est aussi juste le fait d'exercer une activité de façon clean au niveau de la réglementation. Il y en a qui le font en achat en résidence principale. Ça peut être intéressant parce que les résidences principales, il y a exonération sur la plus-value. C'est tout simplement ça. Pour se lancer, ça peut être intéressant, mais pareil, attention à ne pas en abuser, sachant qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le domaine de la fiscalité immobilière est un domaine qui est extrêmement important dans les recettes publiques. Donc, le fisc est extrêmement vigilant à ça parce qu'il y a beaucoup d'argent, bien sûr, à venir récupérer pour l'État. Et du coup, moi, je connais personnellement des gens qui ont pris des très, 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 très gros redressements, mais vraiment très gros, très, très gros. Vous avez fait quoi alors? C'est intéressant parce qu'on en parle toujours, c'est un peu la rumeur, oui. Si tu le fais tous les 2 ans, ça passe. Mais si tu le fais tous les… Tu vois, c'est un peu le truc. C'est ça. Préciser, dis-moi si je me trompe, Thomas, mais ce n'est pas écrit clairement dans la loi la durée pour être qualifié en marchand de biens. On te dit qu'il faut le faire de manière répétée, mais on ne te dit pas ce que ça veut dire répéter. Avec une intention spéculative. Alors, l'intention spéculative, ça, à la limite, c'est le plus facile. C'est les chiffres. C'est entre l'entrée et la sortie, est-ce qu'il y a ici du plus ou c'est du moins. Le répéter, si on prend un bête et méchant, la loi, répéter, c'est 2 fois. Voilà. Donc après, c'est à la libre appréciation de l'administration et éventuellement du juge de venir définir un laps de temps qui viendrait effacer la répétition, on va dire. Exemple tout bête, moi je connais quelqu'un qui l'avait fait, en plus il l'avait fait de façon très consciencieuse. Mais le problème, c'est qu'il est tombé sur un contrôleur qui était encore plus consciencieux que lui. Il avait fait en pseudo-résidence principale et en fait, quand c'est ça, il faut pouvoir prouver qu'on y a effectivement vécu. Au moins 8 mois.
Voilà. Définition de la résidence principale. Et surtout avec des éléments très factuels. Alors, petite anecdote, moi je connais quelqu'un qui ne reproduit, c'est comme dans les films, ne reproduit surtout ce passage chez nous. Ou alors, il faut vraiment le faire, mais en même temps pleinement conscient des risques que ça implique. Je connais quelqu'un qui il faisait, alors depuis il est devenu marchand de biens, il a quitté son job, il est devenu marchand de biens, il fait tout bien. Mais avant, il était salarié et effectivement, il faisait ça à côté. Et en fait, il a acheté un appartement, un principal. Il faisait faire un déménagement avec des amis. Donc, mais il faisait faire un déménagement juste pour meubler l'appart, d'accord, sur une journée. Il faisait venir plusieurs amis en leur faisant prendre des tenues différentes. Voilà. Et en fait, ils prenaient des photos tout le long de la journée, de la soirée, avec des tenues différentes, des thèmes, des machins, pour faire croire qu'en fait, ils étaient plein de soirées et se passaient dans le temps. C'est ouf. Voilà. C'est assez poussé. Moi, l'anecdote, la personne qui s'est faite redresser, en fait, il avait poussé pareil la chose, parce qu'il faut pouvoir prouver qu'on y a réellement vécu. Alors, le mieux, c'est effectivement les factures de consommation d'énergie. Le problème, c'est qu'on n'est pas sur place. Donc, lui, ce qu'il avait fait, en fait, c'est qu'il avait installé un système, ça existe, avec des minuteurs qui allument les interrupteurs et qui les éteignent. D'accord ? Pas super pour la planète, ça, quand même. Nul pour la planète. Et mais bon, il y a une moralité dans l'histoire, c'est quand même qu'à la fin, il s'est pris un redressement. Je vais expliquer pourquoi. Donc, en fait, lui, il est arrivé, donc il s'est pris un contrôle, il a justifié en disant si j'ai habité, regardez mes relevés d'électricité, vous voyez bien qu'en fait, ça varie d'un mois à l'autre, machin. OK. Contrôleur des impôts, il lui a dit super, merveilleux, monsieur. Vous allumez la lumière tous les jours à la même heure. Non, il lui a dit un truc tout bête. Il lui a dit merci de me fournir les consommations d'eau. Il n'avait pas pensé aux consommations, il n'avait pas pensé au robinet, à ouvrir le robinet. Ouais. Tu sais. Et en fait, je lui ai dit c'est bien, vos interrupteurs s'allument, mais votre chasse d'eau ne fonctionne pas du tout depuis 6 mois. Voilà. Donc, en gros, vous n'y avez pas vécu, monsieur. Oh là là. Et mais juste pour. Parce que là, le mec, il était vraiment bon, le contrôleur. Il a dû vraiment abuser ou il n'a pas abusé tant que ça. Il n'a pas eu de chance. En termes de fréquence d'opération, il était sur quoi? Tu as une idée? Alors, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui faisait. C'est une extension c'est une extension de redressement. En fait, il se faisait redresser sur une activité professionnelle, qui est son activité de base. Et voilà, en cherchant, ils ont utilisé aussi d'opérations immobilières, donc ils ont étendu la procédure. Après, moi, il y a vraiment des gens qui l'ont fait 2 fois. Et il y a des gens qui l'ont fait 15 fois et qui n'ont pas eu de problème. Mais encore une fois, si on veut faire la chose sérieusement, il faut se professionnaliser, il faut se former et il faut rentrer dans un cadre qui est un cadre qui est connu, qui est pas non plus très contraignant. Enfin, créer une SAS, aujourd'hui, on peut immatriculer une SAS dès 1 euro. Donc, ça va pas nécessiter des investissements énormes, comme on peut le voir par exemple en promotion immobilière. Aujourd'hui, devenir promoteur immobilier va nécessiter beaucoup de fonds propres. Marchand de biens, pas forcément, parce que encore une fois, il y a plein de solutions qui existent pour optimiser les opérations. Justement. Attends, je voudrais juste revenir, si ça ne t'embête pas, sur les critères, parce qu'on a parlé des critères d'analyse de projet côté banque, mais on n'a pas parlé des critères d'analyse des projets côté la première brique. Est-ce que vous appliquez les mêmes critères? Est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte par rapport à une banque? Oui. Alors, oui et non, en fait. C'est assez rigolo. Généralement, quand j'explique comment on analyse un dossier, alors j'espère qu'il n'y a pas de banquier qui écoute, je dis qu'en fait, nous, on le fait comme la banque, mais on le fait mieux. En fait, ce n'est pas tellement qu'on le fait mieux, c'est qu'on le fait de façon plus pragmatique. Le problème de la banque, et encore une fois, c'est aussi une de ses forces, c'est que la banque est un cadre très rigide, avec des critères. C'est-à-dire, mon opération nécessite-t-elle de l'urbanisme? Oui, non. Si oui, mon permis de construire a-t-il été obtenu? Oui, non. Est-il purgé de tout recours? Oui, non. C'est des cases. C'est binaire. C'est binaire. Alors qu'en fait, quand on rentre dans une opération, c'est jamais binaire. Et c'est toujours du détail. Et du coup, il y a des opérations, potentiellement, oui, j'obtiens mon permis de construire. Il est purgé, mais en fait, il n'est pas purgé de tout recours. Il est purgé seulement du droit des tiers. Voilà. Il y a forcément une petite zone de risque, mais en fait, qui est quand même très limitée. Est-ce que pour autant mon opération est nulle et entraîne un risque énorme? Non. Nous, on a financé des opérations qui, notamment auprès d'opérateurs qui avaient l'habitude de se faire financer en banque, ne passaient pas. Exemple tout bête, une opération qu'on rembourse dans quelques jours, comme quoi tout se passe bien. Une personne qui achète une maison dans l'ouest lyonnais, donc, domaine très, très prisé, avec un grand terrain pour faire une division. Malheureusement, c'est une zone qui est architecte des bâtiments de France. Donc, il faut non pas une déclaration préalable, mais un permis d'aménager avec des délais supplémentaires. Le vendeur ne veut pas donner de délai supplémentaire à l'acquéreur marchand de biens. À un moment, il doit donc se positionner ou non, ou perdre son opération. La banque lui dit, moi, je vous finance à partir du moment où vous avez obtenu votre urbanisme et purgé. Voilà.
Et ben, en fait, il était pendant ce délai-là. C'est-à-dire que il ne pouvait pas se faire financer en banque. Nous, on a regardé le dossier, il mettait énormément d'apports. C'est-à-dire que nous, on finançait bien moins que la valeur d'achat de la maison actuelle, Ok. voilà, avec une couverture donc hypothécaire qui était excellente. Et encore une fois, ce dossier n'intégrait pas les standards bancaires. Pour autant, l'opération était très pertinente. Et la banque est dans son rôle aussi, hein, très clairement. On ne critique jamais le travail des banquiers, bien au contraire. C'est simplement qu'en fait, c'est une logique qui va être différente. Nous, on va avoir une analyse très pragmatique, avec en fait une question à la fin qui est plus ou moins toujours la même. C'est est-ce que nous, on l'aurait fait cette opération? Est-ce que nous, on était prêt à la faire? Là où le banquier va avoir une analyse très tournée sur le risque, nous, on va avoir un peu plus une analyse tournée sur le projet dans sa globalité. Donc, au final, ça va être les mêmes éléments d'analyse, simplement, on va les regarder toujours différemment. Les curseurs ne seront pas au même endroit. Voilà. Et surtout, moi, ce que je dis à mes équipes, c'est mettez toujours en perspective un projet. Voilà. Toujours en perspective. Ce matin, on a validé. Ça veut dire quoi, mettre en perspective? Qu'est-ce que tu veux dire là? Alors, ce matin, par exemple, on a validé une opération qui est située à proximité d'une très grosse gare. Donc, nuisance sonore, vraiment, voilà. C'est des zones qui sont vraiment pas très, très attractives. Et la première approche, un projet pas intéressant. Sauf qu'en fait, quand on creuse, le marchand de biens a déjà acheté le foncier sur fonds propres, il n'y a pas de dette. Il a déjà revendu une partie de l'immeuble. Donc en fait, oui, dans le quartier, les prix sont très très bas, mais lui a déjà prouvé qu'il était capable de vendre plus cher avec un historique fondé. Et en fait, au final, il va faire des travaux, mais avec une excellente maîtrise des travaux. Et c'est des éléments où si on prend juste l'opération rapide, ouais, c'est une opération de marchand de biens à côté d'une gare avec beaucoup de travaux et revendu plus cher que le prix du marché local. Analyse rapide, le dossier. Tu vas pas, ouais. Analyse plus fine. OK, il est déjà propriétaire du foncier, une bonne couverture hypothécaire, il n'y a pas de banque. Les travaux, c'est toujours la même entreprise de Générale avec qui il travaille depuis des dizaines d'années sur un modèle qu'il a l'habitude de faire. Il a déjà revendu une partie de l'immeuble il n'y a pas longtemps, après travaux, avec des prix de sortie cohérents, machin. L'histoire est déjà différente. Okay. Et du coup, justement, en termes d'expérience professionnelle, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais si je vais voir la banque, là, j'y connais rien en immobilier, j'ai même pas investi dans le locatif. Je pense qu'il y a peu de chances que la banque me dise oui. Si j'ai déjà fait un peu d'investissement locatif, que j'arrive avec un projet qui tient la route, là, un bilan, je ne sais pas comment tu appelles ça d'ailleurs, le bilan financier. Bilan financier du projet qui tient la route. Là, tu estimes à combien et que tu as l'apport, du coup, la banque, elle est plutôt favorable, pas favorable? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, sincèrement, j'ai arrêté d'essayer de comprendre la logique côté bancaire. Okay. Et en fait, le gros problème, c'est que c'est des logiques de groupe. Donc, j'ai déjà discuté avec des chargés d'affaires bancaires pour essayer de comprendre un peu justement comment eux fonctionnaient. Et en fait, ils fonctionnent comme malheureusement la politique de la banque leur impose de fonctionner. Et donc, ça dépend de leurs objectifs, en fait, et ça dépend de la politique de la banque à un instant T. Okay. Voilà, et potentiellement une opération qui est incroyable, mais qui n'a pas rentré dans leur scope d'intervention. En fait, elle est refusée, alors que cette opération, c'est une pépite. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, et c'est un vrai problème qu'on constate. Le seul moyen de le savoir, c'est de le faire, en fait, de le soumettre. Il faut essayer. Après, en fait, c'est toujours la même chose. C'est plus l'histoire est belle et plus le dossier est travaillé. Voilà. Plus forcément vous avez de chance. Mais comme sur l'investissement locatif, vous allez voir un banquier en disant ouais, bah, j'ai vu cet immeuble, je veux l'acheter, merci de me financer 110%. Combien ça fait de travaux, je sais pas, j'ai pas fait une dernière d'artisan, j'ai pas de devis, et à la location, j'ai un autre immeuble à l'autre bout de la ville, ça se loue à X euros du mètre, voilà. Bah, c'est la même chose en fait. Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui de se faire financer une première opération de marchand de biens. Maintenant, il faut mettre tous les atouts de son côté. Avoir un profil qui soit intéressant, c'est-à-dire pas forcément arriver en disant j'ai un parc locatif de 40 actifs, machin. Nous, on a des gens qui ont juste fait une des opérations principales, même des gens qui n'ont jamais investi en immobilier, qui arrivent à se faire financer un marchand de biens. Par contre, en expliquant aussi la démarche. Pourquoi et je vais donner une petite anecdote, mais justement avec aussi un peu des phénomènes sur YouTube. Nous, on a pas mal de demandes de financement. Je vois les formulaires arriver. On a pas mal de demandes le dimanche soir. Voilà.
C'est le c'est des dimanche gens- soir, ils doivent retourner au boulot, tu sais. Mais non, tu Ça, sais c'est- pourquoi? Parce que les formations en ligne font beaucoup de webconférences le dimanche. Tu crois? Ah, c'est ça. Mais c'est des si. gens qui, pendant leur week-end, ont regardé des choses sur YouTube et se sont dit, waouh, en fait, c'est super bien, marchand bien pour. Moi aussi, je la veux, la Lamborghini du monsieur qui fait la formation. Là. Voilà. Bon, ils ont juste oublié que 9 fois sur 10, la Lamborghini, c'est une location. Elle est louée. C'est autre chose. Et on a beaucoup de demandes, en fait, et quand on creuse, il y a des gens, c'est vraiment parce que, encore une fois, c'est devenu un domaine qui a beaucoup été vendu comme étant le moyen ultime pour faire beaucoup d'argent en immobilier. Et c'est vrai. Soyons très clairs. On a beaucoup de marchands de biens qui gagnent énormément d'argent assez rapidement. Derrière, par contre, comme toute chose, c'est un travail énorme. C'est une prise de risque qui est très importante et c'est beaucoup de pression. Et donc, oui, c'est un très, très beau domaine, plein d'opportunités. Par contre, encore une fois, comme n'importe quel domaine, plein d'opportunités, il faut être bon, il faut savoir bien faire les choses. Et une erreur, le problème, c'est qu'une erreur dans ce domaine-là, elle se paye très, très cher. Parce que c'est du pro. Et du coup, on n'a pas trop droit à l'erreur. Et une opération qui plante, sauf si on a un gros opérateur, encore une fois, qui peut se le permettre. J'ai un de mes principaux marchands de biens qui vient de perdre 500 000 € sur une opération. Ça pique, hein. Ça pique. Ça pique. Alors, à son échelle, ça fait toujours mal. Ne serait-ce qu'à l'ego. Ne serait-ce qu'à l'ego, ça fait mal. Mais en fait, lui, il se disait, bah, OK, potentiellement, j'en aurais gagné 3 ou 4 millions. Je savais qu'il y avait un risque. J'ai pris mon risque en connaissance de cause. Mais encore une fois, ça, c'est un cas isolé. Généralement, Il a les reins solides. Voilà, c'est le problème, c'est comme en locatif. La première opération, c'est la plus importante parce que vous n'avez pas de marge d'erreur. Quand tu as 10 biens, 20 biens en locatif, bah, tu te plantes sur un achat, bon, bah, tu arrives à retomber sur tes pattes parce que tu as le reste derrière. Et ben, marchand de biens, c'est pareil, peut-être même pire. Sauf que les sommes sont plus importantes. Voilà. C'est ça, les sommes sont plus importantes, c'est du professionnel aussi, donc tout ce qui va être, c'est tout bête, hein, mais le particulier est extrêmement protégé en France, le professionnel l'est quand même pas mal, mais un peu moins d'un point de vue juridique, donc les cautions et tout ça, c'est se faire activer l'hypothèque, se faire activer les cautions, c'est du concret. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez votre maison, votre résidence principale, vous faites une activité de marchand de biens, vous vous plantez, on peut venir chercher votre maison si vous avez été caution de votre société. Et généralement, la banque, elle va forcément demander les cautions. Si je te fais le parallèle sur de l'investissement locatif, c'est exactement pareil que quand tu investis en SCI. Nous, on l'a souvent. Ah, je veux investir en SCI, je veux faire une SCI, c'est génial. OK, pourquoi ? Ah, bah, je sais pas, parce que tout le monde en parle sur Internet et parce que mon dossier il va mieux passer à la banque. Et bah non, en fait, la banque, elle va regarder ton dossier de la même manière et elle va te demander d'être caution à titre personnel. Donc, non, c'est pas les bonnes raisons. Le fameux montage holding SAS qui détient une SCI, qui détient un studio à Poitiers. C'est ça, c'est un bazooka pour tuer une mouche, quoi. Ouais, d'accord. Donc, on a parlé de la banque, mais on n'a pas parlé de la première brique. Du coup, vous, j'ai l'impression que vous êtes plus ouvert justement à des profils marchands de biens débutants. Est-ce que c'est une idée ou c'est vrai ? Non, c'est absolument vrai. Notamment, encore une fois, un peu comme le fait de laisser investir les gens dès 1 euro, c'est aussi une question d'ADN. Il y a d'autres plateformes de crowdfunding qui existent en France. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on n'a rien inventé. On travaille aujourd'hui avec la majorité des plateformes d'ailleurs, notamment sur cet élément-là, qui est que la plupart des plateformes ne prennent pas les débutants, ne prennent pas les petits dossiers et ne prennent pas les débutants. Alors, petit dossier, il faut que tu donnes des chiffres parce qu'on ne sait pas trop. Petit dossier, c'est un peu comme dans les banques, ça va dépendre, mais généralement, c'est en tout 300 000 ou 500 000 de besoins de financement, c'est considéré comme petit. OK. Voilà. Donc, vous, là, vous êtes vous êtes vraiment dans votre cœur de métier, on va dire, à 300 000 ? Nous, on n'a pas de minimum. Ah, OK. Le plus petit dossier qu'on ait financé, c'est 27 000 €. Le plus gros dossier qu'on ait financé, c'est 3 270 000 €. OK. Assez large. Et c'est quoi le profil type du marchand de biens que vous aimez bien, qui correspond à votre ADN ? Alors, généralement, c'est un marchand qui justement a fait un peu de locatif. S'est rendu compte que c'était très bien locatif, mais qu'il y avait en fait une notion du temps. Voilà, qu'il y avait des locataires et qu'il y avait aussi une notion du temps. En fait, locatif, c'est merveilleux qu'on peut s'enrichir sur 20 ans. Voilà. C'est un horizon de temps très lointain.
qui ont pris goût, en fait, qui ont pris goût et qui ont compris qu'il y avait des opportunités dans l'immobilier et qu'il y avait des biens qui étaient locatifs et du bien qui était à travailler différemment. Généralement, c'est des personnes qui se sont formées, soit avec des formations payantes, soit sur des forums. Moi, je suis sur plein de groupes Facebook, par exemple, qui sont extrêmement riches il y a certains groupes où il y a des professionnels que je connais personnellement qui sont des puits de science, qui sont des gens qui ont fait des centaines d'opérations, qui répondent aux questions. Et du coup, d'avoir eu cette démarche, en fait, encore une fois, de dire, OK, concrètement, c'est quoi un marchand de biens et concrètement, quels sont les risques et autres. Parce que on arrive dans un univers qui est très technique. Quand il y a des règles d'urbanisme, des règles de copropriété, des choses comme ça, c'est vraiment technique. Et encore une fois, on est professionnel, on n'a pas le droit à l'erreur. Notamment, toutes les personnes qui ont acheté des biens, aujourd'hui, dans les promesses de vente, on est compris notarié qu'on signe, c'est écrit si le vendeur a la qualité de professionnel ou non. Tout ce qui est les vices cachés, tout ce qui est les devoirs d'information, c'est beaucoup plus lourd. Encore une fois, on n'est plus un particulier, on est un professionnel immobilier. Donc, généralement, c'est ça le profil. C'est un profil qui va avoir mis un petit peu de côté, soit en ayant vendu du locatif, soit généralement profil salarié qui décide de se reconvertir et donc va aussi bénéficier des dispositifs de reconversion Pôle emploi, l'ACRE et tout ça, et qui arrive avec un projet qui est plutôt simple et sain. Toujours se méfier des opérations trop ambitieuses pour commencer, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Et en fait, on peut aller très vite parce qu'encore une fois, on n'est pas sur le locatif. Il y a des opérations qui peuvent se déboucler en 3, 6 ou 12 mois, on peut en faire une ou deux en même temps. Enfin, avant d'être vraiment en route, ça peut aller assez vite. C'est pas comme du locatif où on peut se dire pour vraiment passer à la vitesse supérieure, il faut que je gagne plus d'argent sur mon salaire ou alors il faut que j'ai un capital restendu qui baisse sur les autres actifs pour pouvoir repartir sur les nouveaux. Je peux rien faire pendant 5 ans. Non, 5 ans en marchand de biens, c'est un siècle en fait. Ouais. Donc, il faut être pressé, mais il faut quand même faire attention à la gestion de son temps. Et on voit des fois des jeunes marchands de biens qui veulent aller un peu trop vite, aller directement sur des projets qui vont être un peu trop gros ou alors un peu trop techniques. Encore une fois, c'est aussi par rapport au profil. On va avoir des jeunes marchands de biens, par exemple, qui ont une très très grosse appétence pour les travaux, notamment des profils qui sont entrepreneurs dans le bâtiment, ou alors qui ont déjà fait du locatif avec des très lourdes réhabilitations. Et à côté de ça, on va avoir des gens qui viennent nous voir avec des projets où clairement il y a énormément de travaux. Ouais. Sachant que ma grande théorie, c'est quand même que dans un projet avec travaux, 90% des emmerdes viennent des travaux. Et en fait, qui viennent nous voir sans expérience travaux. Oui. Et ça, c'est un piège. C'est un piège parce que, encore une fois, le marchand de biens, généralement, c'est combien j'achète, s'il y a des travaux, combien je mets de travaux et combien je vais revendre. L'achat, c'est facile. C'est figé, c'est combien j'achète. Les travaux, par contre, on a très vite fait de dépasser. Et après, c'est le combien je vais revendre. Et le combien je vais revendre, c'est la capacité à anticiper un marché. Donc ça, c'est très compliqué. Pour ça, il faut s'entourer d'un bon notaire, un bon géomètre, un bon expert comptable, discuter avec des gens qui ont déjà fait et en fait, rester humble par rapport au projet qu'on va avoir. Ok, étape par étape. Et du coup, justement, tu as expliqué, Thomas, comment la première brique peut aider des marchands de biens débutants à se faire financer. Est-ce qu'il y a des conditions minimales qui sont définies ou est-ce qu'en gros, c'est vraiment du cas par cas? Et en gros, le message que là, s'il y a des marchands de biens, des gens qui ont envie de se lancer, qui ont trouvé un projet et qui veulent te contacter. Qu'on en a, Oui. Des profils comme ça qui ont fait du locatif et maintenant qui veulent passer à la vitesse supérieure en allant sur ce type d'opération. Alors, la réponse, en fait, c'est pareil. Je vais faire une réponse, on n'est pas une, mais non, on n'a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Je vous donne un exemple tout bête. Une personne qui faisait son premier projet de marchand de biens, il avait 12 000 euros. C'est tout ce qu'il avait. On lui a financé 700 000 euros. Mais en termes de niveau, par exemple, de projet, si je viens de voir avec une marge de 5%, je ne suis pas sûr que tu me dises oui. Alors, si c'est 5% avant frais financiers, c'est sûr que ça ne marche pas. Ça ne tourne pas, l'opération ne tourne pas. Maintenant, on a financé des fois des projets à 7 ou 8% de marge. En fait, encore une fois, ça dépend quel est le projet. On a financé une opération il n'y a pas longtemps, je crois que c'était 8% de marge. C'était un gros projet en promotion, 100% vendu à un bailleur social qui est une filiale de la Caisse des dépôts et consignation. Contrat déjà signé. Bon, du sûr. Voilà. Et puis, en fait, c'était sur un gros montant, donc les 8% étaient quand même une somme conséquente. Après, c'est toujours pareil. Plus l'opération va être sympa et plus c'est sûr que c'est possible de se la faire financer. Plus l'opération va être compliquée, plus ça va être compliqué. Donc, l'idée, c'est dans ces domaines-là, normalement, c'est plutôt une marge de 20%. S'il y a de l'urbanisme, il faut avoir obtenu l'urbanisme et c'est pré-commercialisé au maximum. S'il y a des travaux, il faut avoir les devis, anticiper les prix de revente avec une étude de marché qui soit établie.
je rabâche souvent la pré-commercialisation, mais c'est extrêmement important, surtout en ce moment, avec le marché qu'on connaît actuellement. Avant, on avait un marché qui était très favorable aux marchands de biens, et notamment aux opérations qui étaient des opérations pas dingues, mais typiquement, j'achète un appartement, je refais les sols, je remets un peu de peinture, je refais la salle de bain et la cuisine. Et je le vends en gros 10-15% plus cher, plus le temps que je fasse tout ça, ça aura pris 5% sur le marché. J'arrive à mes 20%. Voilà. Ça marchait avant. Ça marchait avant quand les acquéreurs achetaient leur argent à zéro. En gros, je caricature, mais c'est un peu ça. Là, aujourd'hui, les acquéreurs n'achètent pas leur argent à zéro. Ça ne marche plus, ces opérations, tout simplement. Et donc, il faut faire attention aussi au travail de pré-commercialisation. Ça vient verrouiller le fait que quand on se projette sur un produit, est-ce qu'il y a une demande en face? Nous, on a des marchands qui ont des opérations qui semblent être super sur le papier. Ils lancent la pré-commercialisation et en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de demande. Et là, il faut avoir l'intelligence de se retirer du dossier. Exactement. Et du coup, est-ce que justement sur cette partie conseil, vous intervenez ou vous êtes vraiment non, il faut venir me voir avec le dossier prêt, etc. Comment ça se passe? Alors, il faut venir nous voir avec un dossier qui soit le plus abouti possible. Maintenant, on prendra toujours le temps de discuter pour essayer de retravailler le dossier, pour essayer de se positionner. On est des financeurs, mais on se voit plus comme des partenaires. On n'est pas des banquiers, en fait. Tout simplement, si on avait voulu être des banquiers, on travaillerait dans les banques. On a des intérêts qui sont vraiment alignés. Notre intérêt, c'est que l'opération se fasse le plus vite possible, dégage le maximum de marge et qu'on puisse passer à la suivante. Voilà. Ça, c'est nos intérêts, c'est l'intérêt des investisseurs et c'est l'intérêt du porteur de projet. Donc, nous, on ne vient pas structurer des opérations. Par contre, on prend toujours le temps qu'il faut pour essayer de retravailler les dossiers, valider les points. C'est ça. C'est un très bon terme. Le marchand de biens, c'est un métier qui est solitaire, en fait. Et on a rarement complètement raison quand on est seul dans son coin. Et des fois, c'est bien de confronter des visions pour confirmer des hypothèses ou au contraire voir le projet sous un angle qu'on n'avait pas forcément anticipé. Il y a une fois, on a vu, je prends un exemple, un projet qui était en fait très intéressant sur le papier, mais qui tournait pas parce qu'il y avait une énorme charge de travaux, un très gros délai de travaux. Et en fait, en retravaillant le projet avec le marchand de biens qui faisait sa première opération, on a convenu qu'il fallait mieux qu'il fasse en fait une vente en plateau. C'est-à-dire qu'il refasse les parties communes et qu'il livre les lots intérieurs avec les réseaux et les fleurs séparatives. Et parce qu'on était sur un marché avec des prix de l'immobilier qui n'étaient pas très élevés. Et en fait, des acquéreurs qui allaient eux-mêmes faire les travaux de finition, qui allaient poser leur cuisine qui leur va bien. Voilà. Et encore une fois, ça dépend du marché. Une opération en plateau, si on vend un chalet à Megève, on ne le vend pas en plateau, on le vend en produit fini avec telle finition, tel endroitage. Mais c'est ça aussi où il faut savoir s'adapter à son marché. Et effectivement, c'est une connaissance assez précise à avoir. Et quels sont les avantages et les inconvénients de passer par la première brique? Alors, l'inconvénient, c'est que c'est très cher. Très cher, c'est-à-dire alors, en fait, dans le financement participatif, généralement, il y a 2 lignes de frais qui sont la première, mais c'est comme une banque, on va faire pareil avec la banque. Il y a les frais de dossier. Ça, c'est un pourcentage qui est sur l'enveloppe du crédit, comme à la banque. Les frais de dossier, ils sont en moyenne de 7% du montant financé. Chez les banques, ça va être plutôt du 1, 1,5, 2%. D'accord. Et ensuite, il y a les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ce qui est versé, c'est les intérêts de la dette, tout simplement. En moyenne, encore une fois, c'est pour compter 10,5, 11% l'an. Là où en banque, sachant que ça a beaucoup augmenté en banque, parce qu'en banque, c'est indexé sur le Euribor, on voit passer des taux bancaires à 6 ou 7% l'an maintenant. Donc, le gap entre le crowdfunding et la banque s'est réduit. Ouais. Maintenant, je reviens sur ce que je disais au début. À la base, c'est vraiment une solution qui est optimisée pour financer les fonds propres de la banque. Les dossiers les plus optimisés, et il y en a pour tourner dans tous les sens, c'est un financement bancaire et un financement participatif, généralement sur 80% des fonds propres que demande la banque. D'accord. On prend un projet à 1 million, la banque finance 800 000, nous on finance 160 000 avec 40 000 euros de cash. L'opérateur fait son projet à 1 million, imaginons qu'il avait par exemple 4 000 euros de cash, il peut faire 2 projets. Là, il n'aurait même pas pu en faire un seul s'il n'y avait pas eu cet effet de levier sur les fonds propres. Et là, c'est vraiment optimisé. Ok, super. Donc, frais de dossier, 7% environ. Qu'est-ce qui explique que des frais de dossier sont 6 à 7 fois plus chers qu'en banque? C'est quoi notamment le volume. Alors, c'est notamment une question de volume, en fait. C'est le fait que nous, on va pas marger sur l'assurance, on va pas marger sur la tenue de compte, parce qu'on n'a rien de tout ça. On est rémunéré exclusivement aux frais de dossier. Là où la banque va aussi gagner sur les intérêts.
D'accord. Et après, c'est aussi une question de volume, hein. L'année dernière, nous, on fait 35 millions. Une banque qui fait 35 millions d'euros d'encours, personnellement, j'en connais pas. Voilà, je C'est tout pense qu'il petit. manque un voire deux zéros facilement. Donc, c'est Ouais. aussi une question de volume. Et c'est forcément un domaine qui va se normaliser, on va dire, une fois qu'il y aura aussi un volume. Et on le voit sur des très gros acteurs avec qui on travaille, qui sont dans cette industrie du financement participatif, qui sont sur des projets nettement plus conséquents. Je parle de projets en millions d'euros par dossier. D'accord. On est sur des frais de dossier qui vont être plutôt du 4-5%, mais sur des volumes qui n'ont rien à voir. Il y a des Ouais. opérateurs qui font 10 fois notre volume et ils vont forcément avoir des frais de dossier plus bas. Le temps d'analyse aussi peut-être des dossiers, parce que quelque part, en banque, c'est un peu binaire avec tu rentres dans les cases ou tu ne rentres pas. Bon, avec, je suppose, une petite marge d'appréciation, mais beaucoup plus restreinte que votre approche globale du projet. C'est Un ça. analyste chez Et vous, il passe combien de temps à analyser un projet? ça va dépendre, mais généralement, entre le moment où on a les éléments et le moment où on est capable de donner une réponse sur le dossier, il faut compter une semaine. Et c'est une semaine d'analyse, de réanalyse, de pré-comité, de comité. Voilà, c'est quand même très poussé. Après, aussi, ça s'explique qu'il y a des structures différentes. La banque, c'est son argent. Nous, c'est pas notre argent. En fait, c'est des investisseurs. Euh, Chaque personne qui recharge son portefeuille d'investissement sur la première brique avec une carte bleue, ça nous coûte entre 1 et 1,5%. Voilà. La banque n'a pas tous ces faux frais-là, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'était le point négatif, hein. Au moins, on est clair d'entrée, c'est le prix. Après, en face de ça, il y a quand même un petit peu positif. On a parlé de la durée. On est extrêmement rapide. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui dans les banques, et encore une fois, c'est normal, c'est structurel. C'est des délais d'approbation des dossiers qui sont très longs et qui tendent à se rallonger. C'est quoi très Et long en banque? c'est un mois si on a de la chance, plutôt 2 mois et demi, 3 mois. C'est ce Ah qu'on ouais. constate nous, en tout cas sur les entrées en relation. Si vous êtes déjà client marchand de biens de la banque, avec déjà du coup un profil validé, ça va forcément plus vite. Mais sur une première entrée en relation, nous, on a même une banque qui aujourd'hui est sur plutôt du 3-4 mois pour dévalider des dossiers. Bah, c'est simple, vous avez signé un compromis sur 3 mois avec une condition suspensive de financement sur 2 mois, déjà, ça marche pas. Voilà. Donc, compromis long, pourquoi pas. Donc, nous, on va être beaucoup plus rapide. Encore une fois, je disais une semaine à valider une opération. S'il faut aller plus vite, on sait le faire. Après, c'est aussi cette force d'avoir un côté pragmatique et du coup de pouvoir aussi apporter des solutions là où en fait il n'y en a pas forcément côté bancaire. Et après, l'autre avantage, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, c'est venir travailler sur cet effet de levier pour optimiser les opérations. Ok. Ça marche. Bon, alors moi, du coup, je vous avais promis une anecdote. Ah oui. C'est que donc j'ai testé la première brique. Je me suis connecté. J'ai trouvé une opération qui me semblait. Alors, c'est marrant parce que je sais ce qui est important. Pour moi, c'est l'expérience de la personne qui tient le projet. Et pour le coup, là, l'opération était très rentable, mais l'expérience était. On sentait qu'elle était légère, l'expérience. Mais je dis, Par bon, rapport allez, à c'est tes critères. par rapport à mes critères, en tout cas. Donc, mais c'était clairement indiqué, hein, donc j'ai pris mon risque, hein, comme on l'a dit. J'ai investi et genre 2 semaines peut-être après, je reçois. Donc l'opération, elle devait durer 9 mois, je crois. 9 mois. Ça. Combien? Je pense que je sais de quelle opération tu Ouais, parles. Et c'était 9 combien? mois, c'est 9 ça. mois, Ouais, voilà. c'était C'était 9 mois en 9 durée mois. cible. C'était 9 mois. Et genre 2 semaines après, je reçois un mail en disant félicitations, vous avez été remboursé avec vos intérêts. Et donc, j'avais gagné, j'avais mis 1000 euros. J'avais gagné genre 9 euros. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, genre 24 heures après, il y a eu un mail du coup de la première brique qui a expliqué qu'en gros, bah, il y a eu un problème en fait avec le porteur de projet. Bon, il n'y avait pas tous les détails, mais je l'ai su après parce que j'ai rencontré Thomas dans un événement qui m'a expliqué qu'en fait, il y avait eu un problème avec le porteur de projet et que du coup, l'opération n'avait pas pu se faire, mais qu'ils avaient quand même pris la décision du coup de rembourser tout le monde et en plus de payer les intérêts. Alors forcément, c'était des intérêts du coup sur la période qui était très courte. Ouais, mais t'imagines pour eux, cumulé par le nombre d'investisseurs, Voilà. c'est pas anodin comme Donc, choix. donc moi, j'ai trouvé ça vraiment. J'ai 2 leçons. Premièrement, c'est que tous les investissements comportent des risques, premièrement, Oui. et là, on l'a vu. Et deuxièmement, j'ai trouvé ça très professionnel. Et aussi, il faut le dire clairement, la première brique ou toutes ces plateformes-là, s'ils commencent à avoir des défauts de paiement, forcément, ça entache l'image
de l'entreprise et ça ne donne pas la confiance aux investisseurs. Donc, je trouve ça vraiment quand même bien qu'ils aient… transparent. Et donc rassurant. Et même dans le discours de Thomas, on l'a vu, il parlait d'ADN, etc., de la manière dont il gère son entreprise et tout ça. Enfin, moi, je trouvais ça vraiment bien, la manière dont ils ont réagi. Donc après, je ne sais pas si tu veux détailler un peu l'opération, ce qui s'est passé. Je vais… Malheureusement, je ne peux pas trop détailler parce qu'il n'y a pas encore eu le délibéré au niveau du tribunal de commerce, parce que bien sûr, il y a une suite judiciaire à ça. Ah oui. Donc vous êtes en procès, c'est ça, entre… Ok, oui, carrément. tout à fait. Pour nous, c'est un préjudice qui est pas loin d'approcher les 100 000 euros mémoire, ce qui est énorme. On regarde notre structure, très clairement. Et aussi, c'est une question de principe. Aujourd'hui, on a 3 dossiers, pareil, sur les configurations identiques, c'est-à-dire des gens qui, au dernier moment, en fait, on se rend compte que c'est sur des mensonges, choses comme ça, ou des gens qui ont eu des approches qui étaient absolument pas alignées avec nos valeurs. On préfère toujours sauvegarder les intérêts de nos investisseurs, ça, c'est la règle numéro 1. Et s'il faut faire ensuite les procédures, soit devant le tribunal de commerce, et même pour on est en procédure pénale, on le fait. Parce après, c'est 3 dossiers du coup sur 250. C'est ça que tu as dit? Oui, sur un peu plus de 250. Et encore une fois, il y a eu juste pour relativiser les chiffres, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est important parce que c'est une bonne piqûre de rappel pour tout le monde, y compris nous pour nos équipes, de dire que oui, l'opération qui semblait être parfaite, un porte-projet qui semblait être parfait, en fait, on se rend compte parfois, et il n'y avait aucun, là pour le coup, j'ai le chargé d'affaires qui était sur le dossier qui s'en est beaucoup voulu, et du coup, je me suis reposé sur le dossier avec lui en reprenant tous les mails, tous les appels téléphoniques du début, pour voir avec lui. Est-ce que ça aurait un problème de process? Est-ce qu'on aurait… Et en fait, ma conclusion, c'était sincère, c'est de dire, mais à aucun moment, on pouvait déceler ça. Voilà. Et c'est un dossier, c'est un mystère absolu. Ce qu'il y a, c'est qu'on a en fait en face de nous des fois des autres personnes, mais c'est vrai n'importe quel domaine, qui vont pas forcément se rendre compte, des fois sciemment, des fois de façon inconsciente, du modèle. Et notamment, nous, on a des gens qui pensent qu'on est des banques et qui te diront, mais au final, vous m'avez pas financé, vous avez rien perdu. Là, en l'occurrence, on avait presque 1000 investisseurs sur le dossier. Donc pareil, j'en parlais tout à l'heure. Ça, on communique pas trop dessus parce que il y a des choses qu'on ne communique pas trop. Mais une personne qui recharge son argent pour investir sur le site, nous on paye. Donc là, c'était un dossier d'un montant assez conséquent. C'était vraiment des milliers et des milliers d'euros en frais de CBO de rechargement, parce qu'on a un système de compte sécurisé. Parce qu'on l'a pas dit ça, mais on l'a pas dit, mais c'est important de le préciser. En effet, c'est que quand vous êtes investisseur, quand moi j'ai mis 1000 euros, j'ai investi 1000 euros sans frais, ça ne m'a rien coûté. Et le pourcentage, la rentabilité qu'ils proposent, donc dans les 10% généralement, c'est sur mes 1000 euros. Ce n'est pas 990 parce que j'ai 10 euros de carte bleue. Ça, c'est vous qui le prenez à votre charge, quoi. Oui, bien sûr. Et alors là, les seuls frais, entre guillemets, qui sont appliqués aux investisseurs, c'est les impôts. Oui. Ah bon, vous ne payez pas les impôts de notre place? Il y a des plateformes qui le font. Ah bon? Ouais. Alors si, nous, on collecte, on déclare et on paye à la place des investisseurs, mais c'est prélevé sur les intérêts. Oui, donc vous le faites, ouais, ok. Oui. Voilà, en fait, nous, on a une approche où l'investisseur n'a rien à faire. C'est-à-dire que c'est déclaré automatiquement, c'est déjà payé. Voilà. Et donc, pour ça, bien sûr, on a un outil un peu automatisé. Parce qu'on ne peut pas forcément dire du côté des impôts, d'ailleurs. C'est toujours très… Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon associé, mais c'est toujours des grandes parties de plaisir de payer les impôts aux impôts. Voilà, on pourrait croire que c'est la partie simple. En fait, c'est très compliqué d'arriver et de dire, mais moi, je veux juste vous payer ce qu'on vous doit. Encore une fois, c'est aussi là où on voit que c'est un domaine qui est un peu récent. Nous, on a des milliers et des milliers d'investisseurs inscrits, donc on fait des déclarations d'impôts, en fait, on vient déclarer, mais c'est des milliers de déclarations qu'on fait. Là où généralement, c'est des déclarations unitaires, c'est les IFU, le prix fiscal unique. Et donc, du coup, au niveau des impôts, ça coince un peu. Donc, après, nous, on fait des développements techniques pour parler leur langue, mais encore une fois, c'est jouer à l'entrepreneuriat. Donc oui, non, investir comporte toujours des risques. Après, nous, on vient sécuriser les opérations au maximum en amont. On vient aussi prendre des garanties. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels on va avoir des hypothèques, des cautions personnelles, des nantissements, des garanties auprès d'un demande d'autres sociétés, des ordres révocables de paiement notarié, des assurances sommes clés.
Voilà, on a une période de garantie. Beaucoup de termes techniques qu'on Ça va me pas. rappelle mes cours de droit des sûretés. Mais C'est ça. On les explique dans chaque plaquet de présentation et bien sûr, on est là pour répondre à toutes les questions, mais il y a des garanties sur chaque projet. Mais encore une fois, c'est un investissement qui est non garanti d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas le livret A. Et après, nous, bien sûr, on va suivre l'opération en cours de route, à la fois pour faire vivre aux investisseurs le projet, mais aussi pour s'assurer que le projet avance dans le bon sens. Correctement. C'est ça. Et là, comme ça avançait pas correctement, voilà, ça fait jamais plaisir, compte tenu du coût, et puis devoir dire aux gens, on le sait très bien, ça fait jamais plaisir de devoir le dire, mais c'est ça en fait. Ouais. Comme tu dis, c'est une piqûre de rappel pour tout le monde, et ça montre aussi que chacun prend sa part de responsabilité, vous y compris. Tout à fait. L'idée, c'est encore une fois, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux alignements des intérêts. On part du principe qu'il faut que nos intérêts soient alignés avec ceux des investisseurs. Et en fait, on ne peut pas arriver dans un système de dire où nous, on gagne et vous perdez. Ça ne marche pas très longtemps, ça, généralement. Oui, c'est ça. Non. Et si on revient sur les marchands de biens, c'est quoi les 3 principales erreurs que font les marchands de biens sur les financements? S'y prendre trop tard. Ouais. C'est-à-dire que moi, le nombre de marchands qui viennent me voir en disant j'ai besoin d'argent dans 15 jours, c'est beaucoup. Le problème, c'est que je ne sais pas dire non. C'est-à-dire qu'en fait, on s'adapte. Petite anecdote, un jour, un marchand qui m'a contacté un vendredi à 17h, il lui fallait un accord de financement définitif le lundi matin chez le notaire. Bon, dans ce cas-là, la notion de week-end est toute relative. Mais en fait, c'est sous-estimer les délais, sous-estimer tous les enjeux. C'est-à-dire, en fait, ne pas être capable d'identifier tous les enjeux qui ne sont pas forcément combien j'achète, combien je fais de travaux, combien je revends. Mais en fait, là-dedans, il y a plein de sous-enjeux. Et du coup, l'erreur, c'est de pas être capable d'avoir une vision absolument globale de son projet. Et enfin, être trop optimiste. Et notamment trop optimiste sur les durées et sur les prix, que ce soit les montants de travaux ou autres. Moi, le nombre de fois où je vois des projets avec des grosses enveloppes de travaux et dans le bilan, je vois aucune ligne qui s'appelle aléa travaux. Ah ouais. Alors, c'est pareil, dans un monde parfait, un devis à 20 000 euros, c'est des travaux qui sont à 20 000 euros. Et un entrepreneur qui dit que ça dure 3 mois, c'est des travaux qui durent 3 mois. Ça, c'est un monde parfait. Tous les gens qui ont fait des travaux un jour, même dans leur maison, chez eux, savent que le délai, c'est une exception quand le délai est tenu. Ah, c'est ça. Donc, moi, c'est toujours la référence à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et en fait, c'est des choses tout bêtes, mais il y a un côté un peu pas naïf, mais il faut savoir en fait être pessimiste. Parce qu'encore une fois, un projet qui, dans des hypothèses pessimistes, tourne, il tournera d'autant plus, bien sûr, tout ce qu'on souhaite, sur de l'optimisme. Mais du coup, être capable de challenger son projet et de voir aussi les points faibles, on va dire. Et être capable d'identifier les points faibles de son dossier, il y en a toujours. Et être capable d'anticiper en fait des réponses à ces points faibles. Et ne pas arriver en disant mon projet, c'est le plus beau. Et le problème qu'on voit, c'est que généralement, chez les jeunes marchands de biens, ils ont tellement cherché ce premier projet, ils l'ont tellement attendu, ils le font passer, quoi. Voilà, du coup, une fois qu'ils l'ont, en fait, ils chérissent et ça peut se comprendre. Mais encore une fois, et des fois, il y a un projet, il faut mieux savoir le quitter un moment. Et des fois, c'est dur de savoir le quitter. Mais oui. Bah oui, parce qu'on y a passé du temps, on est engagé et du coup, on n'a pas envie de… Mais bon, il faut savoir se couper. Faut mieux se couper un doigt qu'un bras, en tout cas. Exactement. Écoute, super. Du coup, est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Déjà, mettez-nous un like si vous avez aimé tous les conseils de Thomas. Si vous retrouverez tous les liens dans la description. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les aussi en dessous de cette vidéo. Et je te laisse le mot de la fin, du coup. Alors, le mot de la fin, si je vais rebondir sur une question qu'on m'a posée le week-end dernier, qui était de dire, mais avec le marché actuel et tout ça, est-ce qu'on peut encore devenir marchand de biens? Oui, parce qu'en fait, un marchand de biens, c'est quelqu'un qui trouve des opportunités. Et un marché aussi baissier, figé, stagnant, peu importe, aussi compliqué soit-il, c'est un marché d'opportunités. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus un marché d'opportunités pour les marchands de biens qui vont, dans un marché compliqué, apporter des solutions concrètes. Et en fait, un marchand de biens est quelqu'un qui trouve des solutions, tout simplement. Et du coup, oui, c'est tout à fait possible de se lancer en tant que marchand de biens en 2023. Simplement, il faut le faire de façon intelligente et
échanger, discuter, se renseigner, être curieux. Et c'est vraiment un projet, par contre, qui doit se mûrir et on ne s'improvise pas comme ça, marchant bien du jour au lendemain. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Et puis, comme on vous l'a dit, si vous voulez en savoir plus sur la première brique, vous avez le lien dans la description. Et puis, on vous dit l'aventure continue. À demain.